Alors, nous changeons de domaine. La prochaine table ronde est intitulée « Intelligence artificielle et pratique de l'art contemporain ». Et pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir quatre intervenants que vous n'avez pas encore vus. Pocayo, artiste, commissaire d'exposition, professeur à l'école des Beaux-Arts d'Athènes. Merci beaucoup d'être avec nous. Stavroula Zoï, ingénieure informatique et chercheuse en technologie créative. Lito Katou, artiste. Et la table ronde sera modérée par Thomas Simonidis, maître de conférence à l'école des Beaux-Arts d'Athènes, que je remercie pour son implication et le suivi de cette programmation depuis son début. Je vous cède la parole. Après cette introduction en français, vous allez voir, la table ronde est en grec. Bonsoir. C'est un grand plaisir de participer au festival de philosophie sur un thème sur lesquels nous avons des questions à soulever et un champ qui pose plusieurs problématiques à tous. Je voudrais remercier également toute l'équipe de l'Institut français de Grèce, l'excellente équipe et toutes les personnes avec qui nous avons une excellente collaboration à l'Institut français de Grèce. Je remercie Poca, Stavroula et Lito qui ont accepté de partager avec nous certaines réflexions qui auront comme point de départ leur pratique et leur implication dans ce qu'on appelle les pratiques de l'art contemporain. Sans créer trop d'attentes, je dois dire qu'en 1 heure, il est difficile, mais également c'est suffisant pour soulever les questions fondamentales. Ce que nous allons essayer d'examiner à travers l'analyse des pratiques de l'art contemporain, comme qu'elles sont perçues par Poca, Stavroula et Lito, dans le cadre de l'intelligence artificielle. Si ce qu'on appelle intelligence artificielle a un impact sur les pratiques de l'art contemporain, et si l'on peut le définir comme un impact positif ou négatif, s'il y a une marge d'adaptation, c'est la deuxième problématique. Et troisièmement, il s'agit de voir cette question de l'intelligence artificielle, comment nous pouvons l'aborder sur le plan technique et éthique à travers l'humain, ce qu'on appelle humain, car en parlant d'intelligence artificielle, on considère comme une condition sine qua non l'intelligence humaine. Et l'autre élément concerne la façon dont l'art, à travers son expérimentation, son innovation, à travers la création des artistes, si cet art en tant que tel peut créer un espace afin que ce que l'on qualifie d'intelligence artificielle puisse être façonné de manière à avoir un impact positif sur la société, comme on l'appelle, ou l'extension politique et sociale de l'art. Je vais me limiter à cela. Nous souhaitons, d'abord nous allons avoir une présentation, ensuite je vais poser des questions. À la fin, je pense que nous aurons suffisamment de temps pour accepter vos questions. La parole à Poca. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που με... Bonsoir, merci pour cette invitation. Merci Thomas. La question est si vaste et technique à la fois qu'il est difficile de s'ouvrir. Personnellement, je l'avoue, je ne peux couvrir entièrement. Pour ce qui est, je peux vous faire part de certaines réflexions en tant que artiste, professeur et intervenant en matière dans le domaine de l'art contemporain. Récemment, j'ai écrit un article là-dessus et je pense que nous ne sommes pas encore prêts. C'est un espace, un champ qui est
le résultat d'une époque de l'humanité et des sciences humaines. Les bonnes arts relèvent également de ce même champ. Nous ne sommes pas encore prêts à accepter que très probablement l'art, très bientôt, ne portera plus notre signature. Nous n'apposerons pas notre signature humaine. Et ceci est important, je dirais, mais pas aussi important si l'on se dit quels sont les autres domaines où nous allons perdre non seulement la paternité créative, mais également le dernier mot. Sur les plateformes où nous nous connectons pour écouter de la musique, je pense que vous le faites également, déjà un tiers du matériel qui est affiché en ligne et l'algorithme, une fois encore, c'est l'intelligence artificielle qui intervient, qui choisit ce que vous allez écouter. Si vous avez fait un choix automatique, une sélection automatique, un tiers de ce matériel a été fabriqué par l'intelligence artificielle. Il s'agit donc d'un matériel faux, artificiel, fabriqué par une machine. C'est un matériel artificiel qui est diffusé là-dessus, sur cette plateforme. C'est la machine qui décide si nous allons l'entendre, si nous allons l'écouter, pardon. Et il y a également d'autres machines qui, de manière artificielle, peuvent l'écouter, qui consomment donc tout cela afin que cette plateforme, cette machine monte sur plus d'un cran pour que le capital que crée cette production et consommation de musique ne profite pas aux musiciens créateurs, mais à ceux qui ont alimenté l'algorithme avec de la musique fabriquée. Imaginez donc ce qu'est l'art si l'art n'est pas créé par quelqu'un, si personne ne l'écoute, si personne ne la consomme. Est-ce que cela existe ou pas? Que se passe-t-il dans ces machines lorsque il n'y a pas d'interface humaine, lorsqu'il ne s'agit pas lorsque cela ne sera pas consommé par des êtres humains. Dans le laboratoire des moyens étendus que je dirige à l'École des Beaux-Arts, nous faisons plusieurs exercices et un de mes étudiants hier a présenté une œuvre qui était une présentation une étude qui est en cours où il mélange plusieurs de ses expériences. Une partie de cela concernait des photos qui avaient été altérées, mais de manière inhabituelle. Des photos qui sont issues, qui sont sélectionnées par l'algorithme lorsque nous consultons certaines plateformes pour trouver un partenaire. Et l'algorithme a choisi donc certaines photos qu'il a alimentées dans une autre application qui ont été transformées en cette créature. Chacun peut, je ne vous le montre pas, chacun peut imaginer ce qu'il veut. Donc, des créatures des individus qui ont attiré son attention, qui ont requis son approbation ou pas, sans qu'il soit véritable, réel. Il s'agit d'un jeune de 19, 20 ans. Que font ces jeunes donc qui choisissent de se faire, de créer leur vie, dont une part est imaginaire et l'autre partie à travers des choix qui sont filtrés par l'algorithme?
quel type de vie érotique, amoureuse est-ce que cela crée et quel est l'impact sur leur imaginaire. Auparavant, les artistes dessinaient, peignaient l'objet de leur passion qui était le résultat de leur imagination. Et là, l'imagination est déjà donnée par manque de choix et filtrée par une machine qui nous sert le résultat. Je vais vous lire un extrait pour relier cela avec mon travail. Ce n'est pas traduisible en anglais. Ceci n'est pas traduit en grec. Un extrait qui n'est pas traduisible. Donc, une grande partie de mon travail est basée sur les arts visuels et le théâtre. Et bientôt, je prépare mon prochain spectacle et j'ai besoin de faire une étude sur un caractère, un personnage qui parle plusieurs langues. Il maîtrise plusieurs langues et j'essaye de voir comment nous pouvons comprendre cette langue des anges, cette langue angélique, pour que mes textes puissent être cités, dits par ce personnage. C'est presque impossible. Ceci nécessite une étude que je n'ai pas l'intention et qu'il est impossible de faire. Et bien plus, si ces paramètres, ces prompts, comme on les appelle, avec lesquels j'ai alimenté ce personnage démonisé, parle avec des termes médicaux sur Alzheimer. Donc, souhaiter, en d'autres termes, ou qu'il souhaite voir son interlocuteur atteint d'Alzheimer, parler avec une voix angélique, une langue angélique et une voix avec une terminologie médicale qui parle de l'impact d'Alzheimer sur le cerveau d'un patient et qui essaye d'anticiper l'avenir de cette personne. Vous pouvez imaginer combien cela facile, mais ce sont également des voies inexplorables pour un artiste qui a la possibilité d'avoir un collaborateur avec qui consulte une machine qui propose ces parties qu'un cerveau humain ne peut synthétiser. Il faut être un véritable génie pour pouvoir associer ces différentes parties. J'en ai cité quelques-uns. Il y a des philosophes également qui interviennent avec leur mode de réflexion qui est repris par ce héros. Très rapidement, donc, et Lito Catolia va en parler. Elle a travaillé sur l'intelligence artificielle anglaise. Elle a fait un excellent travail. Nous avons la chance d'avoir comme assistant l'intelligence artificielle avec une énorme mémoire qui peut se rappeler, qui peut appeler toute une bibliothèque sans qu'on le veuille. Très rapidement, au lieu d'être des assistants, les programmateurs de cette machine, nous allons être derrière cette machine. C'est la machine qui sera sur la scène, qui va improviser. Et très rapidement, je pense, nous n'aurons plus besoin de notre travail, de notre intervention. Les machines ce qui renvoie un petit peu à cette esthétique heavy metal. Ce ne sont pas vraiment des machines, mais j'utilise ce terme pour à des fins pour impressionner.
Donc, ces circuits vont permettre de d'écouler, d'alimenter avec ces mots, avec ces sensibilités, avec ces synapses que nous ne pourrons faire de la même façon. Certains diront que ceci nécessitera du temps. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas si nous aurons le temps d'en faire l'expérience dans notre vie, mais je pense que nous pouvons saluer une époque qui arrive, qui est imminente, et nous aurons un second rôle en tant que créateur, initialement en tant que programmeur et ensuite en tant que public qui sera les consommateurs de cette synapse qui sera la meilleure en termes de fabrication, de production. Merci beaucoup, Oka. Et Lito maintenant. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup à Thomas. Merci beaucoup à l'Institut français de Grèce. Vous m'entendez maintenant? De mon côté, je suis sculptrice. Voici le noyau de mon œuvre donc en tant que plasticienne. Et là, il y a diverses questions qui se posent, des questions qui sont liées à la relation entre l'humain, les animaux, les machines, la technologie et l'environnement. Dans le cadre de cette logique, à la fin de 2017 a été créée l'œuvre mentionnée par Polydros tout à l'heure, Red Lake. Nous voyons un extrait de Real Time Video qui est en fait, je vais vous décrire sur quoi cela porte et on va poursuivre notre discussion. Cette œuvre concerne la construction d'une compétition athlétique en intelligence artificielle que j'ai construit à la fin de 2017 pour habiter le lac Rouge. À un moment donné, j'ai été invitée par un projet qui n'existe plus, qui avait commencé au début des 10 années précédentes avec Simon Castett, qui présente le travail de jeunes artistes de par le monde qui auraient dû être nés après 1989. Pourquoi cette date? C'est parce que nous avons la chute du mur de Berlin et l'invasion, disons-le comme ça, d'Internet. C'est une génération qui est née avec Internet. Internet ne vient pas plus tard s'imbriquer dans la vie des pratiques et des activités, mais nous sommes la génération des artistes qui ont en fait grandi avec le monde numérique autour de nous. Je suis donc invitée à participer à une résidence annuelle à Paris. Je suis une des 3 artistes et je suis invitée à proposer l'œuvre que j'aimerais construire, l'œuvre numérique que j'aimerais construire avec l'équipe avec laquelle j'allais travailler. Cette invitation m'a trouvée séduite par une visite que j'ai faite à Nicosie, mon pays natal, où pendant un été, j'ai eu la chance de visiter le lac Rouge. Le lac Rouge, c'est c'est
Après la colonisation anglaise, on avait découvert cet endroit qui avait été laissé c'était une ancienne carrière de bronze qui était devenue un lac par la suite. Alors, je me suis beaucoup occupée également des conditions environnementales dans la Méditerranée orientale. Comment la Méditerranée orientale devient-elle un hotspot pour le changement climatique? Et lorsque j'ai rencontré ce paysage, je me suis dit que je voulais construire un être qui soit le seul susceptible de nager dans ce lac rouge qui est en fait toxique et qui est à l'origine de l'érosion de l'environnement. J'ai commencé à construire San, qui est un caractère qui habite le lac rouge numérisé. Et tout cela est installé sur une machine de jeu et il devient le seul être qui habite ce paysage. La raison que j'ai évoquée tout à l'heure, comme quoi c'est une intelligence artificielle de base, on voulait créer cette sorte de vidéo game. On a voulu lui donner une certaine agency, une participation pour voir comment il pourrait interagir avec l'environnement. Donc, San collecte, somatise et répond aux conditions météorologiques, aux simulations du temps, c'est-à-dire quand il fait chaud, San se fatigue, il arrête pour se reposer. Quand il pleut, il se cache. Lorsqu'il fait beau et que l'atmosphère est claire, il ne cesse de se déplacer aux alentours du lac. À travers cette occupation de naviguer et de protéger l'environnement, en tant que spectateur, nous voyons sans cesse cette activité pérenne, cette activité qui ne s'arrête pas, celle d'un être qui somatise des questions sur cette relation entre l'humain, les animaux, la technologie et l'environnement. Et avant de clore ma présentation, et avant d'avoir donc l'intervention de vous là, je pense que ce soir, je voudrais plutôt évoquer cette compréhension selon laquelle le terme de l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose qui est apparu en 2024. L'exemple de San et les prolongements mythologiques de ce caractère. Je voudrais vous parler de la compréhension de l'intelligence artificielle, une intelligence qui existe dans l'intelligence humaine collective à travers les siècles. Comment on aboutit à avoir des algorithmes particuliers? C'est une très vieille histoire. Cela commence à la relation de l'homme avec le travail, avec le rituel, avec le symbolique. Et tous ces processus de calcul qui se font tout au long de l'évolution de l'humanité. Voilà pour l'instant. Ετοιμάζω τις ερωτήσεις για τη συνέχεια και στον Πόγκα. Ακούγομαι? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir.
Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là avec vous, avec mes collègues, mes confrères. Je vais vous donner l'optique d'un scientifique de l'information. C'est ma qualité principale. Je suis chercheuse dans les technologies productrices, créatrices et enseignante à l'École des beaux-arts. Donc, j'essaye à travers mon œuvre éducative de relier ces deux mondes, le monde de la technologie et le monde de l'art. Je vais commencer là où s'est arrêté Lito pour vous dire que l'intelligence artificielle, comme on en parle en ce moment, n'est pas quelque chose, une technologie nouvelle. C'est pas une demande nouvelle, mais la technologie n'est pas une nouvelle idée non plus. L'évolution, le développement d'une machine capable de simuler les synapses du cerveau et du système nerveux, c'est une vieille idée qui s'est développée après la Seconde Guerre mondiale, disons dans la deuxième moitié du XXe siècle, aux États-Unis bien évidemment. Et c'était un effort interdisciplinaire. C'était pas une seule personne qui a travaillé dessus. Il y a eu des techniciens, des mécaniciens, des ingénieurs, des psychologues, des tas de gens ont collaboré. Ensuite, elle a traversé des hivers, AI Winter. On appelle ça des périodes d'hibernation, c'est-à-dire l'enquête, la recherche n'avançait pas, ils ne savaient pas quoi en faire. Jusqu'à l'arrivée d'Internet et des données multiples, on a eu besoin de retrouver cette technologie et ces volumes de données avaient besoin d'une gestion plus intelligente, sinon la situation serait chaotique. Donc, on a eu besoin que ces données ont été la nourriture, en quelque sorte, l'alimentation de ces systèmes. Les machines peuvent produire ces résultats exceptionnels à travers nos propres prouesses, notre propre travail. Le développement de certains mécanismes de computation autorisant un travail parallèle a facilité de grandes sociétés comme Google, Facebook, qui disposaient de nos propres données, qu'on le sache ou non. Ils ont pu créer ces infrastructures. Et parfois, ces géants collaborent entre eux et donc cette technologie, le deep learning, comme on dit, a fini par être appliqué dans une très large échelle et produire ces résultats tout à fait impressionnants. Donc, une condition nouvelle, comme je l'ai dit tout d'abord, la technologie n'est pas une nouveauté, mais cette technologie qui ne se trouvait que dans le cadre des laboratoires, en ce moment, elle a été diffusée, c'est une affaire du large public. On en parle, tout le monde en parle, alors qu'il y a 20 ans, seuls les experts en parlaient. Et une deuxième transformation, c'est que des espaces qui autrefois étaient distincts, où chacun était tout seul dans son atelier et faisait son propre travail. Les scientifiques faisaient une chose, ceux qui s'occupaient de vision numérisée. Les différentes disciplines scientifiques ou techniques ou artistiques ne s'étaient jamais rencontrées à tel point. Donc, la technologie et les espaces créatifs se sont rencontrés et nous utilisons tous les mêmes outils dans une large mesure. C'est ce qui a transformé la production artistique. Je vais vous parler de la production, pas de l'art, parce que mes collègues en ont parlé très joliment. Je vous parle du niveau de la production. Beaucoup de choses ont changé et il y aura de nouvelles spécialités qui vont paraître, c'est-à-dire la nouvelle génération construira de manière différente, mais c'était le cas depuis toujours, n'est-ce pas? Avec l'apparition de la photographie, il y avait des discussions, des craintes, mais les choses ont avancé. Quand les outils numériques sont apparus, la bande dessinée, les producteurs cinématographiques, ils ont fini par pouvoir travailler ensemble parce qu'ils ont pu utiliser les mêmes outils et maintenant, il y aura une transformation du même ordre.
Certes, nous avons un problème, ceux qui font partie de l'éducation, du système éducatif. Que devons-nous enseigner? Laisser les enseignants utiliser le chat GPT? Doivent-ils apporter des images d'autres entités? Même si on leur interdit, ils s'y connaissent beaucoup mieux que nous-mêmes. Et donc, l'éducation doit se repenser et voir ce qu'elle peut proposer, s'il y a un sens, ou bien, comme Caillot l'a dit, on va nous apporter les choses toutes prêtes et nous nous contenterons de les contempler. Dernier point, les années précédentes, dans le noyau de l'art numérique, il y avait la programmation. L'image numérique, l'artiste rentrait autrefois où les langues n'étaient pas développées, ils entraient dans la machine et ils programmaient dans le langage de la machine. C'était au noyau de l'art numérique. Ça se transforme en ce moment. On n'a pas besoin de programmer une machine pour qu'elle fasse un certain nombre de gestes et aboutisse à un certain résultat, mais on fait son apprentissage, on l'alimente avec les données et de manière autonome, elle développe une sorte de syllogistique et il y a beaucoup de variations d'images aussi. L'art numérique se transforme vers certaines autres orientations. Voilà, faisons plutôt un débat entre nous. Εξαιρετικά, Σταυρούλα. Merci Stavroula, je vous ai écouté tous avec beaucoup d'attention. Je vais discuter, essayer de poser les questions qui vont être peut-être naturellement posées. Ce qui n'est pas facile. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Poca. Tu as dit que la poésie est une association de mots et très bientôt, les machines vont générer non seulement des associations de mots, mais avec une sensibilité. Et c'est un champ, une problématique très large, très vaste qui s'ouvre à nous et certaines questions fondamentales sont posées. Est-ce que la machine peut se reconnaître elle-même, reconnaître quelqu'un d'autre, ce que l'être humain peut faire? Un argument en faveur de la primauté de l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que l'individu a une conscience, ce qui n'est pas le cas pour les algorithmes et les machines. L'individu peut se distinguer par rapport aux autres êtres humains. Est-ce que la machine peut le faire? La question se pose. Donc, j'aimerais qu'on se concentre sur ces sensibilités, ce que les machines génèrent. Est-ce que nous aurons une bonne reproduction de la réalité ou bien un modèle, une réaction prototype à un stimulus externe? Est-ce qu'on arrivera à un moment où une machine verra une autre machine et se développera une sensibilité, ou bien nous allons nous limiter à la reproduction, aussi bonne que cette reproduction soit? Je pense qu'il est plus intéressant de voir si une machine va rencontrer une autre machine qui aura des erreurs, des défaillances dans sa programmation et qui sera sensibilisée face à cette défaillance. Je pense que c'est plus intéressant. Il est intéressant donc pour moi de voir si cette défaillance lui permettra de voir quelque chose de nouveau, se créer la poésie. Ce qui m'intéresse, c'est cette lacune entre le code et la fausse programmation, et si cette lacune pourra être reconnue par une machine comme quelque chose d'intéressant, sur lequel la machine peut investir, cultiver, améliorer, développer. Et je saisis l'importance des questions philosophiques qui se posent, mais il faut se rendre compte
que nous sommes un matériau qu'il faut recueillir à chaque fois, tous les jours, lorsqu'on connecte notre portable. Nous sommes un matériau qui est cueilli à une fin spécifique. Donc, nous sommes un matériau passif qui se donne à l'exploitation. Nous pensons que nos sélections, nos choix qui nous amènent à la création, c'est quelque chose qui nous caractérise en tant qu'être humain. Et ceci se perd petit à petit à partir du moment où nous sommes plus mécaniques que la machine. Nous sommes plus passifs qu'une machine qui traite notre propre fonctionnement sur le réseau Internet au quotidien. Donc, à savoir si le blé ou si ce qui sera sur une semence sera cueilli a une conscience est moindre que de se dire que voilà, il y a un individu qui essaye encore de faire quelque chose. Nous sommes déjà consommables, bien que nous ayons la sensation que nous avons le pouvoir de décision. Car quelque part, chez Google, Meta, ils pensent pouvoir interrompre ce fonctionnement. Je ne sais pas si les questions que tu as posées sont toujours valables. C'est la question que je me pose. Je pourrais peut-être intégrer ton approche à une attitude plus générale de l'être humain. Je pense que c'est un axe qui dispose d'une dimension politique, d'une dimension éthique. Pouvons-nous faire confiance à l'homme? L'homme a une histoire. Il est lié à des faits historiques, des faits qui sont positifs et des faits qui ont pu être catastrophiques. Je comprends ta propre optique et je pense que nous pourrions créer un pont avec la problématique posée par Lito, car la conscience, c'est quelque chose qui ne peut pas être localisé quelque part, mais l'homme a un corps. Il y a des mécanismes très, très précis, mais grâce à la technologie, je crois qu'on a atteint des niveaux de simulation qu'il nous est difficile de comprendre. Et évidemment, le fleuve ne peut pas être inversé. Lito pourrait ici peut-être ajouter sa propre optique. Cette construction si particulière, Sun, a été programmée pour somatiser les changements climatiques, pour avoir un spectre de réaction par rapport à cet environnement numérique dans lequel il se trouve. Et je voulais te demander, Lito, donc, si à un moment donné, tu as ressenti que cet être que tu as créé s'offre à une observation expérimentale, c'est-à-dire, en d'autres mots, s'il y a eu des moments où il a pu fonctionner au-delà de tes propres attentes ou au-delà de tes propres seuils, limites d'invention. Tu en as été surprise peut-être ou inquiétée? C'est une question qui est intéressante. Merci, Thomas. Elle est peut-être liée à ce que Poca vient de nous dire. Je dirais que je ne me suis pas inquiétée, je n'ai pas été surprise. Par rapport à ce que Voula vient de nous dire, les processus de deep learning concernent en fait une question de contrôle. Donc, la question que je pose moi aussi sur un plan plus philosophique, plus ontologique, qu'est-ce l'intelligence artificielle?
est lié à la question de savoir qui est-ce qui calcule, qui est-ce qui compte. Il est intéressant. Il y a un livre de Talia Nelson, une anthropologue, qui a écrit le Who counts, qui compte. Elle pose tout le temps la question qui est-ce qui compte, car les machines ne comptent pas de par elles-mêmes. Elles comptent pour des institutions, pour le compte d'artistes, pour le compte d'industrie ou d'armée. Par rapport à SAN, les dates collectées, ça se fait à l'aide d'un processus de cet ordre-là. Oui, je ne peux pas dire que j'en ai été surprise, hein, car je garde encore le pouvoir de l'auteur, du créateur. C'est une œuvre créée à l'aide d'une équipe où des décisions très précises ont été prises. Il y a une observation incessante. Nous voyons comment cela évolue, mais nous ne nous attendons pas qu'il fasse des choses surnaturelles. Et là, je pense qu'il y a ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Pour arriver jusqu'à ces algorithmes privés dont on a tous parlé, qui se trouvent dans notre vie à chacun, dans notre téléphone portable, dans les ordinateurs. Il y a eu une transition historique, une cristallisation, je dirais, d'élaboration computationnelle qui commence de la vie ancienne, antique, et qui arrive à des processus qui concernent la collecte des informations du temps, la cueillette, des choses donc qui sont intégrées dans notre vie et que nous ne percevons même pas. Voilà les questions qui persistent pour moi en ce qui concerne SAN. Donc, dans le cas de SAN, je pense que les pratiques artistiques actuelles auraient pu offrir une perception augmentée des capacités qui pourraient venir par le biais de la programmation pour créer, par exemple, des images de l'environnement dans lequel on pourrait nous retrouver un jour, même si on voudrait avoir un meilleur contact ou rentrer dans ce lac. Elle était tellement toxique, l'environnement était si mauvais qu'on ne pouvait créer cette expérience que de manière numérique. Je voudrais demander à Stavro, là, en revenant sur ce que Poka vient de dire tout à l'heure, j'essaie de comprendre s'il y a des divergences ou des convergences par rapport à ce que Poka a dit tout à l'heure. Je vais insister et je crois que Stavro, là, tu pourrais nous aider. Quand on dit qu'il y aurait une forme de sensibilité si on voit une machine intervenir sur les erreurs commises par une autre machine, je ne sais pas si on continue à nous trouver dans une logique d'amélioration. Je voudrais te demander, Stavro, là, je ne le sais pas. Je crois que c'est une question logique, un point de transition. Est-ce que les machines ont une telle relation entre elles, de sorte que, premièrement, une machine puisse programmer une autre? Et deuxième point, la question limite dans cette expérience de la technologie, les évolutions que tu as évoquées dans la deuxième moitié du siècle précédent, et malgré le fait que la technologie est de nature anthropologique, c'est-à-dire elle concerne de manière innée l'activité humaine. Si on a observé une initiative une initiative quelconque de la part d'une machine. Une machine donc qui prenne des initiatives. Πρωτοβουλία
Des initiatives? Non, je ne pense pas. Et ce qu'on entend par machine, et ça a été dit, il s'agit d'infrastructures énormes informatiques qui sont contrôlées et maîtrisées par des êtres humains, par des individus. C'est pas ce qu'on voyait dans des films auparavant, une énorme machine qui donnait des instructions et auxquelles que respectaient les individus. On peut dire oui que Google peuvent avoir la main là-dessus, mais des machines qui prennent des initiatives, non. Le deep learning, ce sont des machines qui reconnaissent des modèles, des normes, et c'est là-dessus que se fonde tout ce que l'on voit d'étonnant et de spectaculaire. Le fait que cette technologie se soit concentrée entre les mains de quelques individus, c'est un problème. Et je pense que, en tant que société, qu'humanité, nous pouvons résoudre ce problème. Il y a de communautés d'artistes qui créent des modèles ouverts, car l'OpenAI est une technologie fermée, mais s'il y a des groupes qui œuvrent dans le sens inverse, comme c'était le cas auparavant avec les logiciels qui étaient à code ouvert. Aujourd'hui, nous avons un contrepoids. Le contrepoids, les chercheurs et les artistes conjointement et collectivement essaient de créer ce contrepoids, de faire que cette technologie soit plus ouverte à la communauté. C'était quoi l'autre question, Thomas? Est-ce qu'il y a une intention de voir une machine qui programme une autre? Oui, ceci est possible. On peut avoir des processus qui sont activés par une programmation automatique. Tu as parlé de sensibilité. En raison de mon bagage technologique, mon approche est différente. Je ne crains pas tout cela. Je crains plus l'être humain que la machine. Comme je vous l'ai dit, la machine ne peut qu'identifier des modèles, à savoir maintenant qui va définir le modèle et la norme. Ceci relève de l'être humain. Nous avons vu effectivement des chatbots qui ont développé à travers des dialogues une rhétorique de haine et raciale, car ces chatbots ont été alimentés et avec une telle rhétorique. Les machines n'ont pas d'initiative. On ne sait jamais, bien sûr, mais c'est mon point de vue. Une dernière question à Boca et ensuite nous allons vous donner la parole. Boca, je vais faire un bond en avant dans l'avenir, dans le futur et disons que nous allons être les témoins d'un art qui portera la signature d'une machine. Est-ce que ce sera un art qui intéressera les êtres humains? Sera-t-il compréhensible par les êtres humains? Est-ce qu'il y aura une approche plus positive? Cet art qui n'aura pas la signature de l'être humain aura-t-il un impact plus positif sur la société? Je ne sais pas s'il aura un impact positif, ça ne m'intéresse pas vraiment, car je pense que ceci change en fonction de notre position, en fonction de ce que l'on définit comme positif ou négatif. Pensez également à ces lampes où nous avons plusieurs effets d'optique. On peut regarder ça, observer cela pendant des heures et l'apprécier. Il y a des artistes aujourd'hui, Rafik Anadol, qui est dans tous les musées, qui crée ces screen savers et où les individus, je parle de musées d'art, et les visiteurs observent cela pendant des heures. Je ne sais pas si je réponds à ma question. C'est comme les chats qui regardent la télévision. Est-ce qu'elles savent ce qu'elles voient ou bien c'est simplement ce qu'elles voient qu'elles apprécient? Est-ce qu'il nous suffit d'avoir un mouvement, des couleurs, un rythme pour être profondément satisfait? Qui sait? Peut-être bien. Mais je pense qu'il faudrait donner la parole au public.
Hors micro. Άρα γιατί είναι τέχνη? Je voudrais vous demander, qu'est-ce que l'art? Ce qui capte notre intérêt, qui nous donne une satisfaction provisoire quand on le voit? Qu'est-ce l'art? Si ce n'est pas ce que le cerveau humain avale du côté de l'environnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, est-ce que nous pouvons parler d'art? Cela ne communique pas d'une certaine manière. Sun qui a été créé est-il défini comme une œuvre d'art par son auteur, par son créateur, ou bien il est évalué par son impact sur le public devant lequel il est exposé? Pour ma part, je vais parler de Sun et Lito va parler de ce que c'est que l'art. En tant que commissaire d'exposition qui a choisi Sun pour la Biennale d'Athènes, j'ai passé beaucoup de temps à regarder comment se comporte cette entité, cet être. Nous avons les mondes ouverts dans les jeux qui n'ont pas de limites, qui peuvent s'étendre à l'infini. Il y a des arbres, des montagnes, des créatures qui interagissent de manière algorithmique. J'ai passé beaucoup de temps à observer la solitude de cette créature perdue, qui ne peut pas communiquer et qui erre dans ce paysage un peu dystopique. C'est peut-être une métaphore de ma propre solitude, de la condition humaine. Pour moi, donc, il y a certaines cordes qui vibrent, de Gaspard Friedrich, par exemple, ou devant la situation chaotique de la nature, l'homme reste une figure, une existence solitaire. Lorsque j'ai observé Sun pour la première fois, j'en ai été émue, et surtout après, quand j'ai passé beaucoup de temps à l'observer. Il me reste la question philosophique la plus difficile. Qu'est-ce l'art et comment on vit l'art? Je pense que nous pourrions répondre avec des mots que Poc a utilisés qui concernent cette admiration, cette sidération, si vous voulez, cet enfermement psychique et la compréhension selon laquelle une création éveille en nous des liens primaires avec les grandes questions de la vie, de la mort, la continuité du temps, etc. Je ne sais pas s'il y a eu une autre sous-question là-dedans ou s'il y a quelque chose qui m'échappe. Nous avons donné une base de réponse. Voyons s'il y a d'autres questions de la part du public. Je ne sais pas si c'est une position que je voudrais présenter ou une question. Je pense que si on enlève le code pragmatique, si on cherche dans l'histoire de l'art, au cours du 19e siècle, on a la photographie, qui a l'air d'avoir un aspect menaçant à l'égard des artistes. Bon, je me souviens pas exactement pendant quelque temps il y a eu cette menace, entre guillemets, en quelque sorte, mais cela leur a donné l'initiative, enfin, pour travailler. La réponse à la question est de savoir si moi, j'alimente la machine pour qu'elle construise une image, qui a donné l'instruction pour qu'il la construise. Qui a pris cette initiative? La machine, l'homme, pour la création d'une nouvelle image, je veux dire.
από έναν εξαιρετικό φοιτητή του μεταπτυχιακού προγράμματος εικαστικών τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Δεν θα απαντήσω και μπήκα στον πειραματισμό να... Je ne vais pas répondre. Je vais donner la parole à Stavroula. Βλέπετε ότι έχουμε και πιο θεμελιώδη ζητήματα. Το θέμα της πνευματικής La question du droit d'auteur, je ne suis pas à même d'y répondre. Je ne suis pas la plus... je ne suis pas experte, mais il y a effectivement un aspect philosophique à ce que vous avez posé. Est-ce qu'on appuie sur un bouton et on voit une image? Est-ce qu'on est finalement le créateur ou pas? Je dois dire que comme dans plusieurs choses de la vie, nous allons arriver à un accord. Il y a des législateurs qui travaillent là-dessus et qui vont dire voilà ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas et ce qui est collectif. Si je ne me trompe, l'OpenAI avec DALL-E a fait quelque chose d'intelligent. Elle a écrit que les images appartiennent à ceux qui ont écrit le prompt pour éviter qu'il y ait des questions de droit d'auteur. Donc, la société dit, puisque tu as écrit le prompt, c'est toi qui as le droit d'auteur, le droit d'auteur. Maintenant, à savoir ce qui va se passer, c'est un peu trop tôt de vous le dire. Apparemment, je n'ai pas répondu à votre question. Donc, la question qui se pose, c'est comment nous pouvons délimiter cette question à travers la législation et comme point de départ, les droits d'auteur. Vous avez fait référence à l'OpenAI. Ceci est lié à ma question, le Gemini AI et le lien entre l'art, la politique et l'idéologie. Lorsque nous avons eu les Gemini AI avec les prompts, j'avais des réponses spécifiques aux questions. On peut s'imaginer qu'il y a une autre société avec un autre bagage qui donne une autre réponse. Il en va de même avec les jeux. J'aimerais voir votre avis sur la question de la politique et de l'idéologie dans l'art à travers les prompts et l'intelligence artificielle. C'est une excellente question car il nous reste cependant 3 minutes à peine. Moi, je suis chargée de modérer ce débat. C'est une question qui impacte d'autres champs. Comment créer une intelligence artificielle en respectant certaines décisions et certaines lois? J'essaye de comprendre son point de vue, un point de vue qui est beaucoup plus large. Peut-être l'année prochaine, dans le cadre d'un autre débat, nous arriverons mieux à se comprendre. Mais je pense, comme Lito et Stavroula l'ont dit, dans la mesure où l'être humain délimite un cadre de contrôle et de maîtrise, je pense que ceci pose les fondements des paramètres qui nous est invisible, et que nous vivons sur un micro-échelle ce qui se passe. Bien sûr, de l'autre côté, sur le plan idéologique, il y a des choses qui se passent que l'on ne voit pas. Je pense qu'il y a une capacité d'autocritique chez l'individu, mais je vais converger avec ce que Boca a dit. Plusieurs choses ne nous sont pas perceptibles, on ne peut s'en rendre compte, car comme Stavroula l'a dit, après la Seconde Guerre mondiale, cette problématique sur les technologies, comment créer quelque chose qui va simuler le cerveau humain, ne se limite pas à l'informatique. Peut-être que l'on peut conclure avec ceci. Je suis pas un défenseur de la catastrophe, de la théorie de la catastrophe. Je pense que l'individu peut s'adapter, peut évoluer
il y a une biologie, mais d'autre part, certaines questions se posent et elles se posent à une telle échelle où il faut à chaque fois redéfinir le cadre. Stavroula, Poca, Lito, oui, je partage le point de vue. Je vais également adopter cette approche optimiste. Je pense que l'occasion est appropriée pour que tout le monde y contribue et il faut que tout le monde revendique que cette technologie soit favorable à tous, à la grande majorité, et non pas à certains. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter à cette question. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, la question qui programme pour nous et pour les machines. Et comme Stavro l'a dit tout à l'heure, est-ce que tout ceci peut être décentralisé? Est-ce que l'on peut avoir une réponse plus claire sur ce qui décide? Ce serait quelque chose de très utile. Tu voudrais quelque chose de positif. Je pense que ce qui importe, c'est de profiter de ce que l'on vit. C'est un moment historique. Nous pouvons participer à cela et je pense que l'artiste doit mieux saisir l'importance de ces outils, mais en même temps les saboter, à pouvoir les changer, les modifier sur le plan social, créer certaines implications dans la sphère sociale et politique en ayant recours également à l'usage de ces outils. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous également de votre présence. Merci également à l'Institut français de Grèce qui nous a accueillis. Merci.